le cardinal Mazarin a été un homme d'influence. Maintenant, nous allons passer au deuxième plus grand des ministres de l'époque baroque et du XVIIe siècle, qui a été Jules Mazarin, qui a été donc Premier ministre, ministre d'État, entre 1643 et 1661. Alors, d'où il vient ce Jules Mazarin ? Effectivement, Richelieu était d'origine modeste, nous l'avons vu. C'était quelqu'un qui était normalement destiné à une carrière de gentilhomme et à la défection de son frère aîné qui a voulu abandonner les ordres. Il a été obligé de s'y soustraire et donc a eu un évêché, donc l'évêché de Luçon, et a été après ministre par l'intermédiaire de Marie de Médicis de Louis XIII. Et je vous ai relaté plus ou moins son parcours. Alors Richelieu avait dans ses créatures, les créatures, on les nomme, ce sont les gens qui sont autour d'un seigneur ou de quelqu'un d'influent et qui agissent pour lui. Et il était armé si vous voulez, de plein de gens, dont des capucins, en plus de seigneurs et puis de ministres, comme Marcillac, par exemple, qui a toujours été proche de lui, même s'il a été destitué. Et parmi ces capucins, il y avait un certain Père Joseph, il l'a employé à des missions diplomatiques à travers l'Europe, surtout l'Espagne, l'Italie et même l'Allemagne, pour diriger et lui rapporter les affaires européennes auprès de lui. Alors le Père Joseph était normalement élevé pour être cardinal, parce que c'était aussi un ancien gentilhomme, c'est un très bon bretteur d'ailleurs, et ce Père Joseph va mourir, et ce qui va empêcher donc Richelieu d'avoir pour lui un successeur, Richelieu sachant que sa santé étant extrêmement précaire et il était plein de maladies, comme il disait, il fallait qu'à sa mort, il puisse, disons, continuer la politique qu'il avait entreprise. Alors il aura choisi donc ce Jules Mazarin. Mais avant de le choisir, ce Jules Mazarin, il faut compter un peu ce qu'était ce personnage. Et bien sûr, à la fin du salon, je vous donnerai, pour ceux qui veulent plus s'aguerrir de la vie du grand cardinal, et du grand ministre, divers auteurs que j'ai en ma possession et qui m'ont permis de faire le récit que je vais vous conter maintenant. Alors son nom, c'est Jules Raymond Mazarin. En italien, Giulio Raimondo Mazzarino Mazzarini ou Mazzarini. Alors son titre est cardinal Mazarin. Il est né dans les Abruzzes. Alors les Abruzzes, c'est à côté de Naples, à Pretschina. Il est né le 14 juillet 1602 et il mourra à Vincennes, je vous dirai après les causes de sa mort, le 9 mars 1661. Alors il est prélat, puisqu'il est cardinal, mais c'est surtout un homme politique et un diplomate d'origine italienne. Il a d'abord servi la papauté, comme son père la servait, et il a été après au service de la fin du règne de Louis XIII, puisque quand Richelieu meurt, Louis XIII lui survit 5 mois et quelques jours, et à la préparation du règne de Louis XIV auprès d'Anne d'Autriche. D'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi l'histoire de France sur la Fronde, j'avais relaté plus ou moins ce duo politique qui a été en France entre Anne d'Autriche et Mazarin, un couple extrêmement proche, diplomatiquement, politiquement, plus que les ragots et les fameux pamphlets ont voulu dire qu'ils avaient eu une relation un peu plus que celle qui était au service de l'État.
Alors, cette jeunesse de Mazarin est très peu connue. Simone Berthière a essayé de la travailler. J'ai aussi regardé chez Gérard Montassier, hein, qui a fait un très très bon Mazarin que je vous dirai tout à l'heure. Hein, l'étranger qui a fait la France. Hein, il a écrit ça en 2015, qui a été à Rome et qui a été dans les archives de Naples et qui a essayé d'en savoir un peu plus. Alors, son origine sociale est quand même très modeste. Hein. Il y a deux sources, hein, Matassier et Berthière d'ailleurs en font deux. Il y a un témoignage non daté d'un ami d'enfance, mais on ne sait pas son nom, mais qui est très riche en anecdotes et puis en petites phrases comme ça, mais aussi certains diront invraisemblables. Hein. Il y a ces souvenirs donc qui ont été publiés par l'abbé Elpidio Benedetti, un proche du cardinal qui deviendra son secrétaire. Alors, et puis son homme d'affaires à Rome, hein, puisque Mazarin a laissé plus ou moins comme ça des pions un peu partout pour gérer ses affaires. Et en plus, il lui trouvait les antiquités, puisque le cardinal était un fou d'antiquités, de tableaux, de statues et toutes choses d'objets. Mais ce qu'il faut voir, c'est pas tellement son origine modeste. Et moi, j'insiste pour dire que dans le siècle de l'Ancien Régime, modestement, vous pouviez être et vous pouviez vous élever. La seule chose qui vous pouvait rendre difficile votre ascension, c'était justement de vous confronter aux grands et aux seigneurs et même à ceux qui pouvaient, par leur nom et leur titre, vous rabattre à quelqu'un de peu et donc vous faire ombrage et vous réduire à néant. Donc c'était encore 2 fois plus difficile quand on venait d'une origine comme ça, mais quand vous aviez l'intelligence et la capacité, comme l'a eu Mazarin, vous pouviez vous élever dans une formidable ascension sociale. Alors, ce personnage de Mazarin n'était pas prédestiné aux fonctions qu'il a occupées. Hein. D'ailleurs, avant de mourir, et sans grande conviction, il demanda à des généalogistes de lui inventer une ascendance glorieuse. Les hypothèses les plus farfelues furent étudiées, mais le cardinal mourut avant que l'on puisse établir cette généalogie farfelue. Alors, ce Giulio Raimondo Mazzarini est le fils de Pietro Mazzarini, secrétaire et intendant du prince Philippe Colonna, qui est lui le grand connétable du royaume de Naples, et sa mère est une Hortensia Buffalini. Il naît donc en 1602, après Cinna, dans les Abruzzes. Alors ça, c'est là où demeurait son ami l'abbé Buffalini, et qui convia sa sœur, Hortensia enceinte, à venir passer les dernières semaines de sa grossesse loin des miasmes de l'été romain, puisque, comme en France ou dans les autres grandes villes, il y avait des pestes, il y avait des miasmes, etc., et que les gens qui avaient un certain niveau, qui avaient des résidences secondaires, s'expatriaient des villes pour pouvoir bénéficier du grand air. Elle accouche de son premier fils, qui n'a coiffé, c'est-à-dire avec des cheveux, et doté de dents, hein, selon les chroniques. On pensait alors que tel signe présageait d'une haute fortune. Plus tard, Mazarin, d'ailleurs, s'en est souvent vanté dans ses anecdotes, et les parents de Mazarin vont à Rome, où ses parents demeuraient. Alors cette famille Mazzarini était d'origine génoise. La grand-mère de Mazarin, Giulio, avait quitté Gênes pour s'installer en Sicile et s'établir à Palerme en tant que simple citoyen non noble. Ses 2 fils, l'oncle Erio Mimo, et le père du cardinal, donc Pierre, ils naquirent donc en Sicile. La relative réussite de la famille dans l'artisanat et le commerce, ou l'un et l'autre, les sources sont encore imprécises là-dedans, permirent de les faire étudier à l'école. À 14 ans, Pietro fut envoyé à Rome afin de terminer ses études muni de lettres de recommandation pour Filippo Colonna, le fameux connétable de Naples. Le jeune homme entra à son service sans qu'on sache exactement à quelle fonction il exerçait, et c'est comme proche de la famille Colonna que le père de Mazarin put progresser socialement
Et donc Mazarin fut d'ailleurs toujours reconnaissant envers la famille Colonna, répétant toujours que sa fortune lui était venue de la faveur de cette maison prestigieuse. Par sa conduite habile et prudente, le père de Mazarin se vit proposer en 1600 par son maître de réaliser un beau mariage avec la fameuse Hortensia Buffalini. Alors celle-là, c'était la filleule du connétable, et elle appartenait à une famille noble mais désargentée de Città di Castello en Ombrie. La jeune fille avait une réputation de beauté et de vertu, le couple 2 fils et 4 filles, ou 2 fils et 5 filles, une étant vraiment morte-née. Alors le futur cardinal est donc le second enfant de Pierre Mazzarini, qui lui est né en 1576 à Palerme et il mourra à Rome en 1654, et donc d'Hortensia Buffalini qui naîtra à Rome en 1575 pour mourir pareil à Rome le 11 avril 1644. 7 enfants donc ils ont eu. Donc, il y a eu la sœur, Géronina, née à Rome le 11 janvier 1601 et qui est morte dans l'été qui a suivi. Donc, mort prématurée. Giulio, donc, né à Prestina le 14 juillet 1602. Son frère, Alexandro, baptisé à Prestina le 1er septembre 1605, en religion Michel Mazzarini, dominicain, cardinal de Sainte-Cécile, est mort à Rome le 31 août 1648. D'ailleurs, ça sera son relais diplomatique auprès du nonce ou du Saint-Père. Sa sœur Anna Maria, d'abord nommée Geronima en souvenir de la petite morte, la première, qui est née elle en 1607 et qui mourra en 1669, finira religieuse, prieuse de Santa Maria in Campo. Il a une autre sœur, Laura Margarita Chieti, Annea Chieti, en 1608, et elle mourra à Milan le 9 juin 1685. Elle épouse en 1634 Geronimo Martinozzi, qui mourra en 1639, qui est le fils du comte Martinozzi. Donc, ils auront 2 filles, les fameuses nièces, puisque nous reviendrons aussi sur les nièces du cardinal. Alors, la nièce s'appellera Laure Martinozzi, qui est née à Fano en 1639, et qui mourra à Rome en 1687, et cette nièce épousera en 1655 Alphonse IV, duc de Modène, et donc 2 de leurs enfants survécurent. Un fils, François II, duc de Modène, 1660-1694, et une fille, Marie Béatrice, 1658-1718, qui épousera en 1672 Jacques II, le roi d'Angleterre. Donc vous voyez que cette origine modeste, quand même, permettent par la descendance de pouvoir, par des mariages et des contrats matrimoniaux, donc de s'élever dans la société et socialement d'aller le plus haut qu'ils ont pu. Alors Anne-Marie Martinozzi, elle, née à Rome en 1637, c'est une autre sœur, et elle mourra à Paris en 1672, et elle épousera en 1654 Armand de Bourbon, prince de Conti, 1629-1666, d'où 3 fils. Louis, qui mourra lui très jeune, puis Louis-Armand Ier, le prince de Conti, 1661-1685, et surtout François-Louis, qu'on a dit le Grand Conti, 1664-1709, qui fut prince de la Roche-sur-Yon et prince de Conti en 1685, à la mort de son frère aîné. Sa sœur, Cléria, donc, une autre sœur de Mazarin, Rome 1609, et elle mourra en 1649. Elle épouse en 43 Pietro Antonio Muti, fils du marquis Fabrizio Muti, mais il n'y aura pas de postérité dans ce mariage. Geronima Mazzarini, dite la Girolama, qui est, elle, née à Rome le 29 décembre 1614 et mourra à Paris le 29 décembre 1656. Alors elle épousera, le baron Michel Lorenzo Mancini, mort en octobre 1650, et ils ont eu 9 enfants. Victoria, alors Victoria, elle, dite la Laure Mancini, une des nièces, qui naîtra à Rome en 1635 et mourra en 1657, elle épouse en 1651 ni plus ni moins que Louis II de Vendôme, duc de Mercœur, en 1612-1668,
Donc voilà, on continue toujours les mariages et les vélations, et là, ils auront 3 fils. Paolo, dit Paul Mancini, qui mourra en 1652, c'est le fameux petit-neveu qui mourra sous les forteresses de la Bastille pendant la Fronde. Olympe Mancini, la fameuse Olympe, qui naît à Rome en 1638 et mourra à Bruxelles en 1708, et elle épousera en 1657 Eugène Maurice de Saxe-Carignan, comte de Soissons, entre autres enfants, 2 fils, Louis-Thomas de Savoie-Carignan, 4e comte de Soissons, 1657-1702, et Eugène de Savoie-Carignan, 1663-1736, capitaine et diplomate au service de l'Autriche. L'autre nièce, Marie Mancini, Rome, 1639, Madrid, 1715. Elle épouse en 1661 Lorenzo Onofrio Colonna, connétable de Naples, 1636-1689, dont 3 fils. Philippe Mancini, qui lui qui sera carrément duc de Nevers, et qui épousera, lui, Diane Gabrielle de Damas-Triangle, nièce de Madame de Montespan. Donc voilà, on rentre après dans le giron Louis XIVien, et donc 2 fils et 2 filles. Alphonse Mancini, Hortense Mancini, qui épouse, elle, Armand de la Porte de la Milleray, puis duc de Mazarin, qui sera duc de Mayenne, et 3 filles et 1 fils. Et enfin, une fillette qui meurt très très vite, puis Marianne Mancini, Rome 1649-1715, qui épouse en 1662 Geoffroy Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon et neveu de Turenne, où ils auront 10 enfants. Donc vous voyez un peu la descendance de Mazarin par ses sœurs, ses frères et ses nièces, ce qu'il a pu établir par le fait de sa position et le fait de ses mariages. D'ailleurs, il disait, je veux les marier assez haut, mais toujours pour ne pas qu'on touche trop le soleil. C'est-à-dire qu'il se limitait quand même, puisque, je vous le rappelle, quand je vous ferai mon Louis XIV, que le roi Soleil a été plus ou moins amoureux d'une des nièces de Mazarin, la fameuse Olympe. Alors cet enfant, Mazarin, revenons à lui maintenant, bien que je vous ai fait cette longue descendance qui était nécessaire pour vous montrer comment Mazarin a pu marier sa descendance et établir sa famille, ce qui était le cas des favoris ou des ministres ou des grands, qui étaient là par les mariages pour pouvoir se hisser. Eh ben cet enfant est un enfant doué. Toujours peu documenté, cette enfance de Mazarin laisse déjà deviner un garçon doué. Je remarque ça dans ce que j'ai lu, remarqué dès son plus jeune âge pour son habileté à séduire et son aisance surtout intellectuelle. C'est là ce qu'il fera tout au long de sa jeunesse, la force du futur cardinal, une étonnante capacité à plaire et à savoir se rendre indispensable. À 7 ans, il entre au collège romain tenu par les jésuites, et là c'est le premier de la classe, il est extrêmement brillant, il tient même à soutenir sa thèse de fin d'études sur la comète qui provoqua tant de polémiques en 1618 sur l'incorruptibilité des cieux et conduisit Galilée à publier le célèbre Saggiatore, ce qui veut dire l'essayeur. Mazarin sut manifestement éviter les nombreux pièges que le sujet comportait et obtint l'approbation unanime du jury, et donc il fut carrément maître ès sciences. Il grandit avec les enfants de la famille Colonna, donc ceux qui employaient son père, et c'est ce qui lui a permis, en fréquentant cette famille, sans qu'il en fît partie, de fréquenter le grand monde et ses palais. Il semble que dès son adolescence, Giulio ait développé une passion pour le jeu et les femmes qui ne l'ont jamais quitté. Sans doute le vice du jeu lui offrit d'abord un moyen de gagner ce que l'on appelait aujourd'hui l'argent de poche. Pour l'enlever à ses mauvaises habitudes, dans la capitale romaine, son père décida de l'envoyer à l'étranger, puisque même il a eu des dettes au jeu. Il est établi que ce petit Mazarin passe 3 ans en Espagne, donc on l'envoie un peu en Espagne, entre 1619 et 1621, pour accompagner Jérôme Girolamo Colonna, qui lui est créé cardinal le 30 août 1627 par Urbain VIII, et qui termina ses études de droit civil et canon à l'université d'Alcalá de Henares.
De cette expérience, Mazarin tira une maîtrise parfaite de l'espagnol, qui devait s'avérer par la suite très utile pour sa carrière. Les légendes sont nombreuses quant à la vie du jeune homme en Espagne. On a très peu aussi de documents là-dessus. On a su par contre qu'il dut rentrer en Italie car son père, accusé de meurtre, a été contraint de se tenir à l'écart de Rome pendant quelque temps et qu'il a rappelé son fils. Alors ça fait basculer le jeune homme un peu comme ça, dilettante, disons, avec une vie un peu dilettante, mais toujours sérieuse dans les études, de rentrer dans le monde des adultes. Il était à présent tenu de soutenir sa famille. Il s'engagea alors dans des études de droit canon qu'il termina en avril 1628. Il renonce ainsi à une carrière artistique pour laquelle il présentait pourtant des dispositions. On a retrouvé des petits pamphlets, des petites nouvelles, des petits poèmes qu'il aurait écrits, mais bon, comme la plupart des jeunes Romains des bonnes familles. Il s'engagea ensuite au service du pape et devint secrétaire du nonce apostolite à Milan, voie qui lui offrait les meilleures perspectives. D'ailleurs, le nonce ne voulait pas se séparer de lui. Alors, bien sûr, pendant que je vous parle de tout cela, il y a la guerre de 30 ans qui oppose la France à l'Espagne au sujet de la vallée de la Valtelline, dans les Grisons. Donc le pape Urbain VIII envoie des troupes en tant que force d'interposition. Mazarin se vit offrir une commission de capitaine d'infanterie. Tiens, on peut être aussi, on peut être de la soutane, mais ça n'empêche pas de porter la cuirasse. Et le pape lui paye un régiment qui est équipé par la famille Colonna en armement, mais doté en argent par le pape. Il fit avec sa compagnie quelques séjours à Lorette et à Encaume, sans jamais avoir à mener le combat. Il montra d'ailleurs dans l'exercice de ses fonctions, et notamment dans la gestion des troupes et des vivres, la supériorité de son esprit est un grand talent pour discipliner les soldats qui s'égaraient un petit peu, toujours en sévissant, mais jamais en allant au bout. Toujours en maintenant le feu et la glace. Et il se fit alors remarquer par un commissaire apostolite qui s'appelle Jean-François Sacchetti, et le traité de Monzon, en 726, régla temporairement la situation sans que les troupes du pape ne fussent intervenues, bien que le pape eût besoin de ses troupes en cas où. En 1627 éclate en Italie du Nord un conflit appelé la guerre de succession de Mantoue. Alors ça arrive tout de suite après le siège de La Rochelle, donc ça implique aussi le royaume de France dans cette histoire. Et il oppose donc l'empereur Ferdinand II et le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier. Et en plus, il vient se greffer là-dedans la maison des Gonzague de Guastalla. Alors cette maison de Gonzague de Guastalla est représentée par Ferdinand II de Guastalla, qui est un candidat des Habsbourg au duché, et d'autre part le roi de France Louis XIII venu secourir Charles Gonzague, le duc de Nevers, qui est lui le candidat français à l'héritage de la branche aînée des Gonzague. Une légation pontificale fut envoyée à Milan afin d'apaiser ce conflit qui menaçait de dégénérer et de rentraîner l'Europe dans la guerre. Elle fut conduite par ce Jean-François Sacchetti en tant que nonce extraordinaire du pape, et Mazarin l'accompagna en qualité de secrétaire. Mais surtout, ce que lui a dit Sacchetti: sachez, monsieur, que le pape veut que vous m'écoutiez, que vous regardiez et que vous appreniez quelque chose que Mazarin va faire extrêmement bien. Mais cette délégation arrive trop tard, et surtout Sacchetti dut rentrer rapidement à Rome. Une autre délégation fut programmée, dirigée cette fois par le neveu du pape Urbain VIII, qui s'appelle Antonio Barberini, mais elle tarda à se mettre en place. Ce fut la chance de Mazarin, resté à Milan, poursuivant le travail entrepris, sachant parallèlement provoquer en sa faveur une réelle campagne de publicité à Rome, relayée bien sûr par sa famille, et surtout sa mère, par l'influence de sa mère surtout, et les Sacchetti et les Colonna. Il bombarda le Saint-Siège de rapports qu'il écrivait, espérant attirer la bienveillance pontificale. En préparation de l'arrivée de la nouvelle légation, Mazarin fut finalement chargé en septembre 1629 de sonder les vues des parties prenantes, le pape ayant pris note de ce qu'il avait vu et écrit et ce qu'il lui avait ramené comme rapport, et jugeant ces rapports extrêmement précis et extrêmement bien faits.
Lorsque le légat pontifical, puisque Mazarin seconde toujours ce légat pontifical, arriva dans le Montferrat pour traiter de la paix entre la France et l'Espagne, Mazarin reste attaché à la légation au titre de secrétaire, bien qu'il ait plus maintenant. Le légat apostolique négocie, lui, la paix avec grand zèle. Mazarin, comme secrétaire, lui, allait d'un camp à l'autre pour hâter la conclusion d'un traité. Le jeune homme avait l'avantage d'avoir pris la mesure des évolutions en Europe. Le rêve pontifical d'un retour à l'unité de l'Église n'aboutirait pas à la paix en Europe et ne pourrait reposer que sur un équilibre des puissances. À court terme, il ne mit pas longtemps à s'apercevoir que le marquis de Santa Cruz, qui représente lui la couronne d'Espagne, avait une peur violente de perdre son armée et un ardent désir d'arriver à un accommodement. Comprenant tout le parti qu'il pouvait tirer de cette faiblesse, il pressa le général espagnol et lui demanda une audience. Donc, il lui représentait donc avec exagération la force des Français. Disons qu'il a multiplié les troupes françaises par 2, voire par 3. Pour éviter les conflits, Mazarin lança son cheval au galop entre les deux armées qui se faisaient face, en agitant son chapeau et criant « Peace, peace ». Cette intervention empêcha la bataille. Il y a eu quelques coups de feu d'ailleurs, on crut d'ailleurs qu'on tirait sur le secrétaire du nonce, mais non, c'est des coups de feu qui ont été tirés par inadvertance, et ce coup fut appelé le fameux coup de Casale. En octobre 1630, la tâche du diplomate pontifical qui est devenu Mazarin consiste à faire respecter les trêves conclues entre Espagnols, impériaux, Français et Savoyards, puis à jeter les bases d'un traité de paix spécialement entre Louis XIII et son beau-frère de Turin. Alors maintenant, nous rentrons dans la phase des négociations, puisque Mazarin est bombardé ambassadeur extraordinaire en Savoie, et Abel Servien donc le rencontre, qui est le ministre des Affaires étrangères de France, et on aboutit le 6 avril 1631 au traité de Cherasco, par laquelle l'empereur et le duc de Savoie reconnaissent la possession de Mantoue et d'une partie du Montferrat à Charles Gonzague, et surtout l'occupation française de la place forte de Pignerol, fameuse place forte où sera emmené le masque de fer que je vous avais conté dans un Histoire de France, et aussi la disgrâce du surintendant Fouquet bien plus tard. Alors, cette forteresse de Pignerol est très importante puisque c'est la porte de la vallée du Pô, et elles apportèrent à Louis XIII et au cardinal de Richelieu une telle satisfaction que celui-ci en regarda l'auteur comme un homme inépuisable en ressources. D'ailleurs, Richelieu d'ailleurs il avait des entretiens avec Louis XIII assez fréquemment, et c'est la première fois que Richelieu parle de ce Mazarin à Louis XIII. Féru en ruse et en stratagème militaire, il en a conclu le vice-désir et de le connaître personnellement. Donc, il lui envoie un billet par l'un de ces créatures de capucins, et l'invite à Paris, où Mazarin se rend avec un plaisir inexprimable, car il avait toujours voulu visiter la capitale. Donc il y va parce que pour lui, ça peut être une ascension et aussi un relais très important dans sa future carrière de diplomate, de rencontrer le Premier ministre de la France. Et en plus, c'est encore un jeune homme un peu qui aime les plaisirs, le jeu, et Paris est toujours Paris, même à l'époque, et c'est vrai que tout grand gentilhomme, que ce soit où qu'il se trouve en Europe, rêve que d'une chose, c'est de venir à Paris. Et bien sûr, Richelieu l'accueille avec de grandes démonstrations d'affection. Mazarin croit que le cardinal va le recevoir quelque temps. Pas du tout. Il le loge dans un très bel hôtel. Il l'invite à dîner. Il l'engage par les plus belles promesses. Et il lui fait donner une chaîne en or avec le portrait du roi Louis XIII, des bijoux et une épée d'une valeur de 5000 livres. Pendant ce séjour en France, Mazarin obtint de devenir chanoine de Saint-Jean-de-Latran pour bénéficier des revenus attachés à cette fonction, ce qui l'obligea à accepter à contre-cœur d'être tonsuré. Bon, alors
c'est pas Richelieu, Mazarin, hein. Il n'a pas fait ses droits canons. Donc, il est juste ce qu'on appelait, il a eu la première tonsure. C'est-à-dire qu'on prenait un petit ciseau en or, l'obligé s'agenouillait, hein, les mains jointes, priait la Vierge, et on lui donnait juste un petit coup de ciseau dans les cheveux. Donc, on lui faisait enlever une petite mèche, hein. C'est tout, hein. C'est ça, hein. Mais pour devenir chanoine de Saint-Jean-de-Latran, il fallait donc être l'objet de cette tonsure. Donc la cérémonie se déroule le 18 juin 1632 à Sainte-Magnéoule, et lors d'un voyage du roi de France en Lorraine, Mazarin devint ainsi clerc à part entière et abandonna l'état laïque avec regret. Toutefois, il ne reçut par la suite ni les ordres mineurs, hein, ce que normalement il aurait dû faire, mais il ne l'a jamais fait, ni les ordres majeurs, hein, il n'en était pas question. Alors, il est balancé vice-légat d'Avignon en 1634, puis après, Richelieu voit qu'il est un peu trop loin là-bas, il le rappelle à Paris, le nomme nonce en 1634-1636, où il déplut par ses sympathies pour l'Espagne, ce qui le fit renvoyer en Avignon en 1636. Et là, il s'est un peu fâché avec Richelieu pour ça. Et malgré les efforts de Richelieu, qui a voulu revenir un peu sur sa position, de devenir cardinal. Alors, Richelieu, lui, commence à voir sa santé défaillir de plus en plus, hein, bien qu'il est infatigable au travail. Hein. Faut savoir que le cardinal se levait à 5 heures, se couchait à 11 heures ou minuit, hein, donc il dormait très peu, bien qu'il faisait quelques siestes aussi. De toute façon, la maladie l'obligeait à s'aliter, mais malgré tout, c'était un travailleur inépuisable. Il pense d'ailleurs, il réfléchit avec le père Joseph, avec d'autres, avec même le roi, que Mazarin pourrait être l'homme qu'il cherchait pour l'aider au gouvernement. Dès son retour en France, après un bref voyage à Rome, hein, parce qu'il va visiter sa famille, il retient Mazarin près de lui et lui confia plusieurs missions diplomatiques mineures pour pouvoir le juger, même s'il avait la conviction que l'homme était bon, mais surtout, comme il dira, je voulus qu'il s'acquitte fort honorablement des tâches que je lui donna, pas pour le bien de la tâche en elle-même, qui était fort minable, ça c'est les dires du cardinal, et fort peu de grands intérêts, mais pour savoir si cet homme était vraiment asserti pour le bien de la France. Et là, il le présente officiellement au roi, qui l'apprécie très très vite, et Mazarin s'établit alors dans le palais royal. Toujours très habile au jeu, un jour qu'il gagnait beaucoup, on a couru en foule pour voir la masse d'or qu'il avait amassée devant lui. La reine elle-même ne tarda pas à apparaître. Mazarin risqua tout et gagna. Il attribua son succès à la présence de la reine et pour la remercier lui offrit 50 000 écus d'or et donna le reste aux dames de la cour. La reine, bien sûr, est obligée de refuser, mais finit par accepter, mais quelques jours après, Mazarin reçut beaucoup plus qu'il avait donné, et la reine, d'ailleurs, a distribué cela en aumône. Mazarin envoya à son père à Rome une grosse somme d'argent, hein, parce qu'il n'avait pas tout donné, hein, il avait gardé une petite cassette de bijoux et d'or, et pour doter ses 3 sœurs, et s'affermit dans l'idée de servir la couronne, dont la faveur, pensait-il, était le plus sûr moyen d'obtenir la pourpre qui seule lui permettrait d'accéder aux responsabilités auxquelles il aspirait, étant, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sans grande naissance. Mais Richelieu, qui l'estimait beaucoup et qui le jugea digne du chapeau de cardinal, n'avait pas hâte de le combler. Un jour, il lui offrit un évêché avec 30 000 écus de rente. Mazarin, craignant de se voir tenu loin de Paris et des affaires, ne voulut pas courir le risque d'arrêter là sa fortune et refusa aimablement. Il attendit encore, puis, là d'attendre, rentra en Italie en 1636, pensant qu'à Rome, au service du cardinal Antonio Barberini, devenu neveu du pape, donc, il serait alors en mesure d'avoir la pourpre. Alors, il est à Rome en 1630, 1629-1630, et il passe donc au service de il passe au service de la diplomatie pontificale qui a apprécié son talent. Alors, il s'emploie par des déplacements incessants et des flots de paroles à ramener dans l'Italie du Nord cette paix que souhaite tant le pape. Les affaires compliquées de la Valtelline, toujours, la succession de Mantoue, encore et toujours, et du Montferrat, surtout.
oppose à travers plusieurs candidats à l'héritage, les Habsbourg qui veulent sauvegarder le passage entre terre espagnole par le Milanais et la terre de l'Empire, la France qui souhaite, elle, les bloquer en prenant comme gage quelques forteresses, Mantoue, Casals, Salus et Pignerol, et la Savoie qui désire conserver les deux dernières et se garantir à l'est comme à l'ouest, et comme tous les ducs de Savoie, jouant aussi bien du côté français que du côté de l'Empire et de l'Espagne. Alors cette situation inextricable permit à Mazarin de montrer son ingéniosité et de rencontrer des personnages importants et utiles qui seront ses relais par la suite. Il connut d'illustres généraux, comme le génois Spinola, l'illustre vainqueur de Breda, les maréchaux français Créqui et Toiras, également le vieux duc de Savoie Charles-Emmanuel, et surtout sa belle-fille, Madame Chrétienne, sœur de Louis XIII, à qui il donnera des billets qui seront retransmis à la reine. Bien accueilli à Turin, il s'y plut et y revint et contribua à rapprocher le duché du royaume. Et il rencontra surtout Richelieu, puis Louis XIII, et l'essentiel est là. La prodigieuse destinée de Mazarin naît à Lyon le 28 janvier 1630, quand le cardinal-duc et l'émissaire pontifical se rencontrent pour la première fois, parlant plus de 2 heures, signifiant que le jeune cavalier, il a 27 ans, a réussi à l'intéresser et impressionner ce grand ministre. Il déclara, je l'avais vu avant, j'avais vu Casals, j'avais vu aussi comment il avait pu réagir, j'avais vu comment il pouvait faire des rapports, maintenant je voyais plus loin pour lui. Richelieu, dans ses mémoires, déclara ça. Mazarin, lui, déclarera plus tard que dès ce jour, il s'est donné à Richelieu per genio, comme il dira. Il n'avait jamais rencontré de personnalité de cette trempe à ce point, et les 10 années qui suivirent montrent qu'il ne renonça jamais à son choix, quoi qu'il pût lui en coûter, et cela lui en coûtera. Il fut rapproché, je vous rappelle, dans sa carrière, même quand il était au service de la France, par l'Autriche, par l'Espagne, donc les Habsbourg autrichiens, les Habsbourg espagnols, et aussi par l'Italie et les papes. Alors, voilà ce qu'il dit. Monseigneur Colmaldo connaîtra combien il est bon de s'attacher au service des grands princes et bons maîtres, comme est celui que nous servons. Il connaîtra ensuite qu'il fait bon avoir de bons amis et que je ne suis pas des moindres qu'il est au monde. Alors ça, c'est Georges d'Étang qui a écrit ça en 1981 dans Mazarin, un homme de paix à l'âge baroque. Alors en avril 1639, on passe un peu les années. Là, pour pouvoir continuer sa carrière, il est obligé de devenir français. Là, bien sûr, il a donné son sang et sa vie pour la France. Donc, on lui adresse, maintenant on donne des cartes nationales d'identité, à l'époque on donnait des carnets de naturalité. Et donc, il est naturalisé français. Il retourne à Paris et se met à la disposition de Richelieu, et en décembre 1640, il fait un heureux début en gagnant à la cause française des princes de Savoie. 1 an plus tard, le pape lui accordait le chapeau de cardinal lors de la conspiration de Saint-Marc et du duc de Bouillon. Le pape n'obtint la grâce du duc qu'en livrant la principauté de Sedan. Mazarin signa la convention et vint occuper cette plateforme. Au consistoire du 16 décembre 1641, Mazarin est élevé à la pourpre cardinalice. Le pape Urbain VIII le crée cardinal diacre, voire cardinal prêtre. Cardinal sans toutefois avoir reçu les ordres majeurs, ni même les ordres mineurs, ce qui est une première. À défaut d'être prêtre ou même diacre, Mazarin était néanmoins clerc et n'était donc plus laïque. Louis XIII lui remet lui-même le bonnet et la barrette à Valence, le 26 février 1642. Il ne participera ni au conclave de 1644, ni à celui de 1655 pour l'élection des papes. Il y a une phrase, alors elle est apocryphe pour certains, véritable pour d'autres. Moi, je pense qu'elle est vraie. Quand il reçoit la barrette, il voit Richelieu en secret, se met à genoux, lui embrasse le bas de sa robe, et il dit au grand ministre, pourquoi m'avoir fait comme ça, cardinal, même si j'ai accepté. Et Richelieu le regarde, le relève et lui dira, monsieur, les cardinals, on ne les pend pas. Donc, le 5 décembre 1642, lendemain de la mort de Richelieu,
Mazarin est nommé principal ministre d'État, comme l'avait recommandé Richelieu à Louis XIII dans ses entretiens 3 jours avant qu'il expire, et qui voyait donc en lui son digne successeur. Louis XIII le choisit comme, en plus, parrain du dauphin, le futur Louis XIV, ce qui, par l'intermédiaire des grands et des grands, c'est-à-dire des princes de sang, des grands seigneurs et des grands dignitaires de l'État, le fait que vous soyez le parrain du roi, vous êtes pratiquement de la famille royale, même si c'est par alliance. Et surtout, quand vous êtes cardinal, le roi vous appelle mon cousin. Et bien sûr, Mazarin va s'entretenir énormément avec Louis XIII, qui décline, qui lui dit qu'il ne va pas tarder, même si Mazarin pense que le roi peut encore durer quelques années. Mais non, Louis XIII meurt et il crée la surprise en obtenant le soutien de la régente, donc sa femme, la reine Anne d'Autriche, qui était longtemps opposée à Richelieu et estimée comme favorable à un rapprochement avec l'Espagne, puisqu'elle était elle-même espagnole. Mais Anne d'Autriche fait volte-face, à la surprise de la plupart des observateurs de l'époque, et en réalité, le rapprochement entre Mazarin et la régente est antérieur à la mort de Louis XIII, puisqu'il y a eu des dîners secrets entre le roi, la reine et Mazarin pour justement préparer la succession du roi. Le souci de préservation de la souveraineté de son fils, surtout, et la conscience des dommages qu'aurait causé pour celle-ci un rapprochement avec Madrid. Anne d'Autriche a certes conspiré avec l'Espagne, on l'a vu, je vous en ai parlé, mais dans l'autre salon que je vous avais fait sur Richelieu, mais du moment qu'elle a mis au monde Louis Dieudonné, puisque c'est comme ça que fut appelé le futur roi Louis XIV, et aussi Philippe, quelques années plus tard, elle s'est assagie et là, elle a été entièrement française. C'est ce que dira Richelieu d'ailleurs. Quand la reine a accouché, elle a accouché et en même temps, elle a accouché de la France. Voilà. Donc maintenant, pas de souci avec Anne d'Autriche. Elle est vraiment maintenant, elle a mûri et elle prend conscience de sa condition et de la réalité de la mort du roi. Alors, ces arguments de poids dans sa décision de poursuivre la politique menée par Louis XIII et Richelieu, surtout, et donc d'appuyer Mazarin pour cela. Les inestimables compétences de ce dernier en politique extérieure sont un prétexte pour justifier ce soutien, séducteur jusqu'à l'obscénité. Mazarin sait par la suite très vite se rendre indispensable à la régente, se chargeant habilement de compléter son éducation politique et l'incitant à se décharger entièrement sur lui du poids des affaires, surtout les affaires puantes. C'est ce que je vous avais raconté pendant la Fronde, quand, si vous vous rappelez, les négociations que faisait Mazarin d'un camp à l'autre, puisque quand Louis XIII est mort, tout le monde est revenu, tous les exilés sont revenus, et que la reine distribuait des grâces et des titres, et que vite le trésor s'est asséché, et que Mazarin a dû faire face en lui disant de faire acte de modération. Même s'il ne porte pas expressément le titre de principal ministre, Mazarin y remplit maintenant la fonction, il en remplit cette fonction, à la satisfaction de Louis dont il dépend exclusivement. Mais ce 6 mars 1643, le nonce apostolique Grimaldi le confirme. D'ailleurs, il dit, Grimaldi, tout démontre que le cardinal Mazarin progresse chaque jour davantage dans la confiance du roi. Le choix royal ne peut être approuvé par les autres créatures de Richelieu, c'est-à-dire le Conseil qui l'approuve, c'est-à-dire les François Sublet de Noyer, les Chavigny, les Pierre Séguier et les Claude Boutillier. Puisque le nouveau venu est obligé, faute de réseau propre, de les maintenir à leur poste. Ainsi, à partir de 1643, quand Louis XIII meurt, et alors que Louis XIV n'est encore qu'un enfant, puisque Louis XIV, je vous rappelle, n'a que 5 ans, la régente Anne d'Autriche nomme Mazarin principal ministre d'État. Disposant à cette charge, il dirige le conseil de conscience que la régente Anne d'Autriche préside et dont Vincent de Paul est le rapporteur. En mars 1646, il devient également surintendant au gouvernement et à la conduite de la personne du roi et de celle de Monsieur le duc d'Anjou, le frère de Louis XIV. Alors, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Dès qu'il arrive au pouvoir, il doit affronter tout de suite l'hostilité des grands, ce que je vous avais raconté dans la Fronde, et dans l'affaire dite de la cabale des importants en 1643, où un complot pour l'assassiner fut déjoué.
je vous rapporte encore au salon que j'avais fait sur la Fronde. Malgré les succès militaires et diplomatiques mettant enfin un terme à la guerre de 30 ans, avec le traité de Westphalie en 1648, les difficultés financières s'aggravent, rendant les lourdes mesures fiscales de Mazarin de plus en plus impopulaires. Ce fut l'une d'elles qui déclencha la première fronde, la fronde parlementaire, qui durera de 1648 à 1649. Dans un arrêté du 8 janvier 49, le Parlement déclare Mazarin auteur de tous les désordres de l'État et du mal présent et lui enjoint de se retirer dans huitaine hors du royaume. Puis, le 21 janvier, dans ses remontrances au roi et à la reine régente, le Parlement dénonce celui qui a usurpé l'autorité aux dépens des souverains. Paris est assiégé par l'armée royale, qui ravage les villages et la région parisienne, pillage, incendie, viol, destruction, et n'obtenant pas la soumission de la capitale, les partis concluent la paix dite de Saint-Germain le 1er avril 1649, qui ne sera qu'un répit, puisque le grand prince Louis II de Bourbon-Condé, menant les troupes royales et soutenant la reine-mère, Anne d'Autriche, permit d'abord la signature de la paix de Rueil le 11 mars 1649. Néanmoins, en 1649, par rivalité avec Mazarin, qu'il considérait comme un usurpateur étranger, alors qu'il avait la naturalité française, il sympathise avec la cause de la Fronde, remportant toutes les batailles entre 1643 et 48. Il réclama pour lui l'amirauté et pour ses amis tous les postes de responsabilité dans l'armée. Mazarin s'enfuit de Paris le 6 février 1651 et se réfugie provisoirement à Saint-Germain où Anne d'Autriche et le jeune roi devaient le rejoindre. Un nouvel arrêt de bannissement du Parlement est promulgué, le roi et la reine sont retenus prisonniers au palais royal et pour faire taire les rumeurs d'une nouvelle fuite, Louis XIV, qui a maintenant 12 ans, est exhibé en train de dormir devant la foule. C'est la fameuse nuit du 9 février 1651 au 10 février 1651, cette nuit qui marquera à jamais le roi et qui le fera, faire que un jour, il ne régnera hors de Paris. Il le fera en créant, bien sûr, Versailles. Anne d'Autriche accepte de libérer Condé, qui avait été arrêté, avec Conti et Longueville. Et le retour triomphal de ces gens-là a lieu le 16 février 1651, et un mariage entre le prince de Conti et mademoiselle de Chevreuse, la maîtresse du coadjuteur de Paris, est projeté. Le fameux futur cardinal de Ray, le coadjuteur de Paris. Mazarin court au Havre et libère lui-même les 3 prisonniers, geste dont il espère tirer un bénéfice. Puis il se réfugie chez l'archevêque électeur de Cologne, à Breul. Il continue à intervenir par d'intenses relations épistolaires avec Anne d'Autriche, le Tellier, Servien et Hugues de Lionne, mais aussi grâce à des émissaires comme l'abbé, son homme lige, comme Richelieu avait son père Joseph. Mazarin aura, lui, l'abbé Zongo Ondedai, qui est son ami proche. Le 15 mars 1551, l'Assemblée des nobles et l'Assemblée du clergé font une démarche commune auprès de la reine pour obtenir la réunion des États généraux que la reine accepte de convoquer pour le 1er octobre 1651 sur les conseils de Mazarin. Habilement, la date choisie est postérieure à la prise de majorité de Louis XIV pour l'anniversaire de ses 13 ans et donc ne sera donc pas liée par la décision de la régente. Mais déjà, des fissures se font jour entre les coalisés. Le Parlement de Paris est opposé aux États généraux car il y voit une limitation de son influence politique. La duchesse de Longueville, elle, s'oppose au mariage de son frère Conti avec mademoiselle de Chevreuse. Anne de Gonzague, qui est désormais passée dans le clan des Mazarins après avoir aussi des fois retourné sa veste maintes et maintes fois, aidez-nous les intrigues et surtout l'exil de Mazarin obtenu, Gondi et Condé n'ont plus aucun intérêt à s'unir. Le 3 avril 1751, le Parlement de Paris impose à la reine une déclaration royale excluant les cardinaux des conseils du roi, ce qui vise aussi bien Mazarin que Gondi, donc le futur cardinal de Retz, dont l'objectif est d'obtenir le chapeau de cardinal. Condé n'a jamais été aussi puissant et obtient même le renvoi temporaire de Châteauneuf, un des principaux ministres, mais son arrogance et ses multiples exigences détachent de lui les tenants de la vieille fronde qui y voient plus un ennemi qu'un ami.
Turenne et son frère, le duc de Bouillon, se rallient au roi, alors qu'ils avaient rallié la Fronde au départ. Là, ils se rallient le roi au mois de mai 1651. Bouillon échange la ville de Sedan contre les duchés-pairies d'Albret et de Château-Thierry. Les autres princes se brouillent avec les parlementaires. Le coadjuteur de Paris et Chevreuse et bien sûr d'autres princes. Anne d'Autriche négocie, elle, en secret avec le prélat parisien qui espère toujours son chapeau. Là, on est toujours avec Gondi, qui la voyait d'ailleurs en secret dans sa chambre et qui se jetait à ses pieds et qui a dû promettre tout. Vous serez cardinal, mais je vous remplacerai par Mazarin. Mazarin, vous inquiétez pas, disait-elle, c'est un Italien, il n'y comprend pas grand-chose à la langue française, on va l'embrouiller. Donc, il s'est fait rouler dans la farine par la reine, Gondi, on peut le dire comme ça. Et donc le prince de Condé s'oppose à la reine et au coadjuteur, puisque lui, en quittant la reine, il sifflait, il mettait chapeau et bottes et allait dans les cabarets pour dire qu'il serait le futur ministre. Donc le prince de Condé, qui avait des espions un peu partout, n'a pas du tout apprécié cela. En juillet 1651, il tient au château de Saint-Maur, où il s'est réfugié par crainte d'une nouvelle arrestation, une assemblée de la noblesse frondeuse, qui est encore autour de lui. Le Parlement et Gaston d'Orléans s'entremettent, en même temps. La régente temporise et donne satisfaction à Condé, en congédiant Servien, de Lyon et Le Tellier, par-dessus le marché, le 18 juillet 1651, mais continue de négocier avec Gondi. Dès début d'août 1651, elle conclut un accord secret avec la vieille Fronde et dresse un acte d'accusation contre le prince de Condé. Pendant ces mois de l'été, les intrigues et renversements d'alliances se succèdent auxquels Anne d'Autriche fait face avec un certain courage. Sachez que la reine a toujours eu des lettres de Mazarin, qui lui écrivait toujours. Mazarin a emmené une partie des diamants de la couronne et ses propres diamants pour pouvoir vivre et lever des troupes à l'étranger, pour revenir après rejoindre le roi sur Bordeaux. Mais il a toujours soutenu la reine et toujours par des lettres codées d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion d'en voir une de ces lettres, et où on croit d'ailleurs en les disant qu'il est amoureux d'elle, mais en fin de compte, c'était des mots de l'époque, vous êtes la plus belle, la plus gracieuse, vos yeux, vos mains, etc. Mais bon, on faisait comme ça des grâces quand on écrivait, mais surtout entre les lignes, il y a vraiment un apprentissage politique que la régente, Anne d'Autriche, a bien su apprendre. Le 7 septembre 1651, la majorité du roi elle est proclamée. Condé n'a pas assisté à la cérémonie et a quitté Paris la veille en secret. Le lendemain, 18 septembre 1651, Louis XIV appelle à son conseil Châteauneuf, la Vieuville et Molé, tous opposés au prince de Condé. La Fronde des Princes, elle, de 1650 à 52, lui succéda, déclenchée par l'arrestation de Condé, avide de récompense, défiant ainsi la primauté naissante et fragile de l'autorité royale promue par Mazarin. Ce dernier fut obligé de s'exiler à 2 reprises, en 1651 et 1652, tout en continuant de gouverner par l'intermédiaire d'Anne d'Autriche, ce que je vous ai dit. Et de fidèles collaborateurs comme son ami Hugues de Lyon, 1611-1671, et surtout Michel Le Tellier, 1603-1685. La région parisienne fut de nouveau ravagée par les armées et par une épidémie de typhoïde, en plus, répandue par les soldats lors d'un été torride qui entraîna au moins 20% de pertes dans la population. Son épuisement facilita le retour du roi, acclamé dans un Paris soumis, puis bientôt celui de Mazarin. Alors les critiques contre le cardinal continuent, mais concernent en partie son origine italienne et roturière. Il était surnommé le Gredin de Sicile. Le renforcement de l'autorité royale au détriment des grands du royaume, la condition nécessaire à la mise en place d'un État moderne était également contestée. La guerre contre l'Espagne, mal comprise et mal acceptée par l'opinion publique, entraîna une formidable et impopulaire augmentation des impôts. Alors cette guerre contre l'Espagne était la politique qu'avait commencé Richelieu et qu'a continué Mazarin. C'est pour ça que Richelieu, quand il l'envoie en diplomatie, il l'envoie justement un peu à contresens pour savoir s'il va aller dans son sens de pouvoir s'allier avec des puissances protestantes, ce que Mazarin fera. Et bien sûr, en 1652, il attribua la charge de gouverneur de Château de Vincennes et il s'attribua ça, Mazarin. Et donc il devient gouverneur du Château de Vincennes. Donc, face à la Fronde, il eut l'idée de le transformer en résidence de cour bien protégée aux portes de Paris. Puisqu'à l'époque, c'était vraiment les 2 portes entre Vincennes et, bien sûr, la Bastille. Louis le Vau, érigeant pour Louis XIV l'aile de la reine en 1658 et l'aile du roi en 1661.
Cette place forte était également susceptible d'abriter ses riches collections, qui mettaient bien à l'abri, derrière ces gros murs, qui furent en partie pillés en 1651 pendant la Fronde. Il va en récupérer, mais il en rachètera d'autres. En 1652, Mazarin est élu évêque de Metz. Il se tourne vers Innocent X pour recevoir les ordres et il les a ad titilum et benefixi. Mais le pape refuse de reconnaître la validité de la renonciation de son prédécesseur, Henri de Bourbon-Verneuil, et par conséquent de l'élection du cardinal ministre. Ayant brisé toutes les oppositions dirigeant le pays en véritable monarque absolu, il est resté Premier ministre jusqu'à sa mort au château de Vincennes, donc ce 9 mars 1661, des suites d'une longue maladie que je vous dirai. 2 jours avant sa mort, il fait appeler les 3 ministres du Conseil, Letellier, Fouquet et Hugues de Lionne, et les recommande chaudement au roi. Mais le lendemain, veille de sa mort, sur les conseils de Colbert, il revient sur ses propos concernant Fouquet jugé trop ambitieux et conseillera au roi de s'en méfier et de choisir Colbert comme intendant des finances. Déjà, il dit au roi, « Sire, faites attention à lui ». Alors, au long de sa carrière de Premier ministre, Mazarin s'enrichit. À sa mort, il dispose d'un actif d'environ 35 millions de livres, dont 8,7 millions de livres en argent liquide, 4,4 millions en bijoux et objets précieux. Il s'agit de la plus grosse fortune du XVIIe siècle, correspondant à 22 tonnes d'or, qui provient des largesses du roi, de ses nombreuses fonctions au gouvernement, mais surtout des revenus de prébende issus de ses 21 abbayes qu'il dirige, en premier lieu l'abbaye de Saint-Denis, bien sûr, qui lui rapporte annuellement 572 000 livres à la fin de sa vie. Cela lui procurera une grande souplesse financière qui se révéla avoir vite indispensable pour remplir ses objectifs politiques. Faut graisser les pattes, comme on disait, on faisait des épices, c'est-à-dire carrément de la corruption. Progressivement, Mazarin abandonne la gestion de sa fortune personnelle à Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert, issus de la clientèle de Michel Letellier, et qui venait d'épouser un charron, 100 000 livres de dot. Ils sont des véritables artisans de la démesure de sa fortune après la Fronde. Bien que les sommes en question, en raison de la virtuosité du concerné et de ses aides, donc de Fouquet et de Colbert, dépassent de loin tout ce qui pouvait se voir à cette époque, il est nécessaire de relativiser le caractère exceptionnel de telles pratiques financières. Mazarin, aussi populaire chez les nobles dont il s'appelle autorité et dans le peuple dont il prolongeait les souffrances issues de la guerre, souffrit d'une large hypocrisie sur ce point. Postérieurement à la Fronde, période où il put mesurer toute la fragilité de sa position, Mazarin ne cessa pas de consolider sa position. N'ayant aucun quartier de noblesse, son pouvoir était assujetti au bon vouloir d'une régente, disposant elle-même d'un pouvoir contesté. Seule sa dignité de cardinal, d'ailleurs révocable, lui permettait de prétendre aux fonctions qu'il occupait. Sans une situation financière solide, une grâce aurait tout fait de le faire descendre au bas de l'échelle sociale. Ce point explique en partie l'acharnement de Mazarin à s'enrichir de manière exponentielle. Cette réussite de Mazarin constitua un véritable outrage à l'ordre social de cette époque. La formidable réussite d'un homme sans naissance et de convictions modestes ne pouvait que s'attirer les foudres d'une noblesse censée seule avoir été dotée par Dieu des vertus et qualités propres au commandement. Le souci de Mazarin de renforcer l'autorité royale attisa le ressentiment des nobles et celui de poursuivre une guerre mal comprise par le peuple. Les Mazarinades, diffusées pendant son ministère, ainsi que la qualité littéraire de nombre d'entre elles, contribuaient à ruiner durablement sa réputation. Ses origines étrangères ne plaidèrent pas non plus en sa faveur. Ainsi, en dépit des indéniables réussites qui compta sa politique, Mazarin ne laissa pas un bon souvenir dans la mémoire du peuple français par les mémorialistes, préférant mettre en avant ses pratiques financières douteuses plutôt que ses victoires politiques. Alors, ses revenus, il a quoi? Par exemple, moi, je vous dis, Saint-Médard, 16 000 livres, Corbie et Saint-Michel de Lerme, 96 000 livres, 6 abbayes, 138 500 livres en 1643, 7 abbayes en 1644, 158 000 livres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en 1661, il a donc 21 abbayes, plus une pension sur l'évêché d'Auch, ce qui lui fait 572 000 livres. En plus, il a des seigneuries et des terres. Par exemple, Saint-Étienne-de-Camp, ça lui rapporte 38 000 livres. Saint-Honorat de Lérins, ça lui rapporte 12 400 livres. Ainsi de suite. Saint-Michel de Lerme, 36 000 livres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc,
sa fortune correspondrait aujourd'hui, j'ai fait la conversion, hein, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un Premier ministre en France qui ferait comme Mazarin et qui détournerait au Trésor l'équivalent de 1,2 milliard d'euros. Voilà un peu la fortune qu'avait Mazarin. Alors, les mazarinades, ce sont des feuilles d'information, hein, ces fameuses mazarinades. Donc, on disait qu'il couchait avec la reine. Il y avait même des pièces de théâtre. On voyait un acteur avec un faux pénis qui se dressait comme ça. Enfin bon, il y avait. Mais Mazarin en rigolait. D'ailleurs, il a même participé incognito à certaines des scènes. Et d'ailleurs, on lui disait, mais il faut arrêter ça. Non, laissez faire. Pendant qu'il rigole de moi, je peux agir à ma guise. Très malin, le Mazarin. Donc, ces mazarinades, ce sont des feuilles d'information de quelques pages, hein, de toute origine. C'est celles qui inspirent à Condé. Hein. Ils sont parmi les plus audacieuses contre la monarchie. Condé a beaucoup payé pour qu'on imprime aussi, parce que c'est les grands qui faisaient imprimer. Hein, les Condé, les Conti, Gaston d'Orléans, enfin même le coadjuteur, le futur cardinal de Rais. Alors, c'était des pamphlets grossiers et creux, mais aussi parfois savants et ironiques. Le cardinal de Retz, d'ailleurs, en écrivit quelques-uns, d'ailleurs, il se trouve très malin, d'ailleurs, lui, ou plus savoureuses et coquines, hein, par celle de Paul Scarron, par exemple, celui qui épousera la future Madame de Maintenon. Paul Scarron, qui avait des difficultés financières, a écrit contre Mazarin, et d'ailleurs, Paul Scarron envoyait des doubles à Mazarin, qui se marrait, d'ailleurs. Il attaquèrent très souvent sous cet angle, fustigeant donc ce voleur de Sicile, le gredin de Sicile. Ou alors, on se moquait de son accent. Par exemple, il n'arrivait pas à prononcer la lettre U, Mazarin. Donc, quand il y a eu le traité d'union, il rentrait et il disait « j'ai fait le traité d'oignon ». Donc, on se marrait, on se fichait de son accent. Alors, bien sûr, ces mazarinades aussi, ce sont des chansons satiriques et burlesques, donc la mode littéraire qui a fait fureur en France au XVIIe siècle, et pendant une dizaine d'années, entre 43 et 53, de l'année 1600. Le prince de Condé rappellera à ses soldats qu'une chanson satirique peut tuer, sinon un homme, au moins sa réputation, même si les 5000 chansons contre Mazarin qui ont été recensées parmi les archives ne viendront pas à bout du fameux cardinal qui mentait pas d'humour. Voilà ce qu'il disait. Laissant-les chanter, ils paieront les violons, et moi-même, je suis le maître des musiciens. Alors, quelques-unes, par exemple, il y a eu la gueuserie de la cour, la champagne désolée de l'armée d'Herbach, les plaintes du poète champêtre, les mémoires des besoins de la campagne. Enfin bref, vous aviez toute une série comme ça de mazarinades qui étaient là. Le dérèglement de l'État, le manifeste du Bourdelois, enfin bref. Alors, tourmenté par la goutte, il avait des jambes décharnées, couvertes d'ulcères, que les médecins soignent en lui appliquant des cataplasmes de crottin de cheval. Voilà, on soignait comme ça. Cet homme qu'on transportait le plus souvent sur une chaise, un fauteuil, bientôt sur un matelas tenu par 4 valets. Cet homme devenu fluet et apparemment quasi mourant, bien que seulement quinquagénaire. À l'époque, on se disait vieux à cette époque-là. Ce cardinal, en imposante robe rouge, n'avait cependant rien perdu de son intelligence, de sa subtilité, de sa patience, de sa faculté à suivre 10 intrigues en même temps. Savoir qu'il avait des fois une cuirasse pendant la fronde, il se promenait avec quand même une cotte de maille, et qu'il avait repris à son service les fameux mousquetaires noirs de Richelieu, sauf qu'il avait enlevé la tenue du cardinal de Richelieu, et ils avaient la tenue des autres mousquetaires, mais ils étaient attachés à sa personne. Et comme des fois, il avait peur que certains militaires soient retournés, il avait quelques, comme on pourrait dire maintenant, des hommes de main, des gardes du corps, si vous voulez, italiens, à peu près 4 ou 5, donc un certain qu'on appelait Fantletti, qui mesurait près d'1,90 m, qui était énorme à l'époque, et qui veillait, quand il rencontrait des gens en secret, à sa sécurité. Il était subtil, patient, il avait la faculté de suivre 10 à 15 intrigues en même temps, il pouvait écrire et dicter jusqu'à 40 lettres par jour. En dehors des grandes affaires, il s'occupait aussi des problèmes posés par les voyages, les logements, la nourriture, les costumes de parade ou de cérémonie, et même des musiciens, souvent italiens d'ailleurs. C'est pour ça que Lully vient aussi après avec Louis XIV, parce que dans l'instruction de Louis XIV, il dit, voilà, sire, vous devez faire la France, vous devez faire quelque chose de français, mais laissez-moi vous montrer ce qu'on fait en Italie. Et donc, il a fait venir beaucoup de musiciens italiens.
Pour les festivités civiles et religieuses aussi, hein, il s'occupe de tout. Étonnante vitalité de l'esprit qui domine les misères du corps et les jugulera jusqu'aux dernières heures de ce fameux mois de mars 1661. Alors, il décide de se rendre à l'hôtel de Beauvais, le palais du Louvre, son hôtel particulier et enfin le château de Vincennes. La décoration des appartements prévus pour lui dans le pavillon de la reine du château n'est pas terminée lorsqu'il y meurt le 9 mars 1661. Dans un petit appartement aménagé provisoirement au rez-de-chaussée du pavillon du roi, diplomate madré, il laisse une Europe pacifiée après la fin de la guerre franco-espagnole et de la première guerre du Nord, ainsi qu'un royaume de France agrandi par les traités de Westphalie et surtout le traité des Pyrénées. Louis XIV ne protégera pas cet héritage de Mazarin, bien au contraire. Soucieux d'affirmer sa grandeur par de vastes conquêtes, le roi trouvera dans les traités de paix, si difficilement obtenus par le cardinal, les prétextes qui justifieront ces innombrables guerres. Pardon. Confronté à de nombreuses rumeurs sur l'acquisition illicite de sa fortune, Mazarin fit unir un notaire près de son lit le 3 mars 1661 et lui dicta son testament, que j'ai lu, par lequel il reconnaissait de tous ses biens, promettant à Louis XIV de devenir, et lui, le seul maître, et lui être restitué à ce dernier. Mais le roi, au bout de quelques jours de réflexion, refusa cette donation testamentaire, ne pouvant accepter l'humiliation d'un tel cadeau. Il disait, Éminence, je ne peux pas recevoir vos biens, puisqu'ils ne viennent que quelqu'un qui est en dessous de moi. Et Mazarin, donc, prévit ce refus et enregistra un Nouveau Testament le 6 mars 1661, pour lequel il lègue la plus grande partie de sa fortune à sa nièce Hortense Mancini et son mari, le duc de la Meilleraye, neveu de Richelieu. Il a marié une de ses nièces à la Meilleraye, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc une nièce de Richelieu. Probablement pour rendre un dernier hommage au grand ministre qu'il avait été, son bienfaiteur. En août, Mazarin lègue au nouveau souverain des diamants. Alors, le fameux Sancy, et 18 diamants qui portèrent dès lors son nom, les Mazarins, qui seront sur pas mal de costumes du roi. Donc, on mettait ces diamants sur les costumes, ou sur la couronne, ou sur un pommeau de canne, etc. Puis après, on les enlevait, on les dégrafait, comme on disait, et on les remettait à l'abri. Mais bon, ces diamants seront là jusqu'à la Révolution. Il laisse bien sûr des pensions à des gens de lettres qu'il appréciait beaucoup, ce qui était un excellent moyen de faire célébrer sa mémoire, en plus en donnant à des abbayes pour qu'on lui dise des messes. À sa mort, donc, il souhaite être inhumé comme son prédécesseur, le cardinal de Richelieu, le fut, à la Sorbonne, dans la chapelle du Collège des Quatre Nations. Sa dépouille est déposée dans un caveau provisoire de la chapelle du château de Vincennes, avant d'être transportée en grande pompe le 6 septembre 1684 dans les caveaux qui s'étendent sous la chapelle du collège, dont la construction n'est pas encore finie. Le tombeau de Mazarin, destiné à trôner sous la coupole du Collège des Quatre Nations, est sculpté par Antoine Crossvox, aidé par Étienne le Hongre et Jean-Baptiste Tuby, et n'est achevé qu'en 1693. Dans cette chapelle mausolée, le sarcophage de marbre noir veiné, soutenu par des consoles et surmonté d'une statue en marbre blanc, représente le cardinal agenouillé sur un coussin, dans un geste d'offrande de sa personne, la main gauche sur le cœur, la main droite en avant. Mazarin est dans sa chape prédiatrice, largement drapée, qui recouvre le sarcophage et enveloppe à demi son chapeau cardinatis, à gland, tandis qu'un angelot funèbre, à califourchon sur la traîne de la grande cape, tient dressé le faisceau de licteur du blason cardinalis, qui rappelle opportunément le bilan civique de l'action du ministre, et sur les marches en marbre du socle sont assises accoudées 3 figures féminines de bronze qui sont les allégories de vertu, la prudence à gauche, la paix au centre et la fidélité à droite. À la Révolution française, en 93, sa tombe est profanée, comme celle des autres. Les cendres du cardinal sont jetées à la voirie et son mausolée détruit comme de nombreux emblèmes de la monarchie. Alexandre le Noir accourt, ce fameux conservateur des monuments. Il récupère ce qu'il peut du tombeau, le dépose dans l'ancien couvent des petits Augustins, récupère une fiole et une bouteille où il y aurait, soi-disant, le reste de ses cendres et le fait reconstituer après. Par la suite, il rejoint le musée du Louvre jusqu'en 1964, à laquelle il retrouve la chapelle du Collège des Quatre Nations. Ce mausolée n'est donc plus qu'un simple cénotaphe. Apparemment, il n'y a plus rien. Alors, comment on l'appelait ce Mazarin ?
Colmaldo, frère Coupe-chou, comme l'appelait familièrement religieux, qui usait également de surnom de Rinzama, anagramme de Mazarin, ou de Nunzi Nicaldo, le cher petit nonce. 6 régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination régiment de Mazarin entre 1642 et 1661. Ça, Henri doit savoir. En 1654, après 20 ans de conflit, les armées des belligérants étaient épuisées et avaient atteint un niveau d'équilibre qui repoussait au lointain toute perspective de conclusion rapide. Mazarin expliquait pourtant au pape Innocent X qu'il fallait continuer le combat car les hommes de paix étaient d'abord suspendus au résultat des batailles. Il dit « L'autorité suprême dépend chaque jour des bons et des mauvais succès des armes ». Il dit ça le 30 janvier 1654. Dans sa correspondance, Mazarin exprime régulièrement le fait que la guerre se fait ou qu'elle se continue vivement, vigoureusement, puissamment, plus fortement que jamais. Pour Mazarin, on ne fait pas la guerre à moitié, on la fait en entier. En accédant au pouvoir, la reine régente et son premier ministre s'étaient trouvés immédiatement confrontés à un état de choses ancien, donc le capital de la guerre à peu près partout en Europe, guerre civile en Angleterre, en Espagne, Portugal et Catalogne, conflit permanent aux confins de l'Empire ottoman, guerre coupée de trêve autour de la Baltique, que le roi de Suède Gustave II Adolphe, puis le chancelier Alex Oxenstierna, qui gouvernait au nom de la jeune Christine, voulait transformer en lac suédois. En mai 1643, la guerre, donc avec Rocroi comme éclatante ouverture. Pour Richelieu et pour Mazarin, l'adversaire essentiel, c'est l'Espagne, encore puissante, dont les territoires enserraient presque le royaume. Pour l'atteindre, il fallait entrer dans une série de conflits qu'on appela guerre de 30 ans. On discerne en réalité 3 conflits qui se sont joints, sinon mêlés, sous son ministériat. Le plus ancien opposait avec des trêves le roi catholique d'Espagne aux très chrétiens. Depuis au moins Charles Quint et François Ier, soit plus d'un siècle, Richelieu l'avait repris, débarrassé du problème protestant à l'intérieur, indirectement à partir de 1630, directement 5 ans plus tard. Le deuxième opposait depuis 65 ans, avec une trêve de 12 ans entre 1609 et 1621, l'Espagne et la partie septentrionale et protestante de ses anciennes colonies qui sont devenues les provinces des Pays-Bas et qui combattaient pour obtenir et assurer leur indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Et le troisième conflit intérieur à l'Allemagne avait débuté en Bohême, royaume dont le monarque était Matthias Ier de Habsbourg, autorité et champion du catholicisme. Après la fameuse défenestration de Prague en 1618, s'ensuivirent des guerres complexes et souvent horribles, où furent successivement vaincus l'électeur palatin, puis le roi du Danemark, prince d'empire par ses duchés de Schleswig et Holstein, tenant 4 années avec les subsides français, puis le roi de Suède Gustave II Adolphe, dont la mort prématurée ne compromit les succès de ses armées, et tous avaient été puissamment aidés par l'armement hollandais et surtout les subsides, puis des soldats français par Richelieu et Mazarin. Après des années très difficiles au début du conflit, la situation s'était bien redressée grâce à des sacrifices considérables. Ainsi, la marine hollandaise écrasa la marine espagnole au large de Douvres en 1639. Cette première victoire du jeune Marten Tromp interdisait toute liaison maritime entre l'Espagne et les provinces belges par l'occupation d'une partie de la Lorraine et de l'Alsace impériale. Les garnisons et les troupes françaises gênaient les liaisons entre Franche-Comté et Pays-Bas et essayaient d'agir de même autour du Milanais et des places savoyardes. Et puis il y eut Rocroi, qui vient, bloquant une nouvelle invasion espagnole par le nord et mettant fin à la réputation d'invincibilité des tercios de Philippe IV. Les tercios, ce sont des régiments de soldats espagnols avec des longues piques qui étaient inarrêtables. Alors, pour financer ces guerres, on aurait pu penser que, une fois que la guerre contre l'Empire est terminée, que la Fronde est vaincue, Mazarin rentrait, le surintendant Charles Ier de la Vieux-Ville décédé et Fouquet, flanqué de Servien, lui succédant, des temps moins agités et moins pénibles allaient s'ouvrir pour les difficiles et quasi mystérieuses finances du royaume de France. Ce serait oublier le poids d'un lourd passé, les dettes énormes, les rancœurs et surtout la continuation d'une guerre contre Condé et l'Espagne, puisque Condé a trahi et est passé dans le camp espagnol, avec tout ce qu'elle impliquait de régiments à solder, à ravitailler et à armer. Sachez que quand Condé y part, parce que les seigneurs étaient maîtres dans leur domaine, Condé lève des impôts et il part avec 700 à 800 000 livres, Condé. C'est-à-dire qu'il part avec beaucoup d'argent en Espagne, il paye en gros l'armée espagnole,
qui n'avaient plus tellement les moyens. Alors, pour tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il faut armer, il faut ravitailler, et il faut surtout s'allier au dehors et se rallier ceux du dedans. Il faut soudoyer grassement, sans compter les déplacements incessants de la cour, les festivités brillantes et interminables qui allaient se multiplier avec la paix espagnole et surtout la préparation du mariage du roi, organisé avec l'infante d'Espagne. On connaît médiocrement le montant total des recettes, une partie restait en province, qui alimentèrent le trésor royal sous le ministère de Fouquet. Françoise Bayard a avancé pour 1653 le chiffre de 109 millions de livres. Après avoir quelque peu stagné les dépenses, dont les recettes en métal, ça atteignirent leur maximum entre 1656 et 1659, 90-100 millions, selon Simone Berthière. D'autres recettes arrivaient par des voies normales, celles des officiers de finances, donc qui étaient des receveurs généraux et intendants, qui avaient déjà réglé en partie les dépenses provinciales, civiles et militaires. Le total annuel dut osciller donc autour des 120 millions et ça a dû baisser à partir de 1659. Alors, voilà ce que dit Mazarin. Pour porter les affaires de la France au plus haut, une seule chose est nécessaire, que les Français soient pour la France. S'il était romain, diplomate pontifical pendant 12 ans, il fut aussi le principal ministre de Louis XIII, puis celui d'Anne d'Autriche pendant 18 ans. Pendant la minorité de Louis XIV, c'est le cardinal Mazarin qui affronte le soulèvement de la Fronde, les Condés qui attisent la révolte et le peuple parisien s'agite. Le jeune Louis XIV doit subir l'humiliation de la fuite dans la nuit, la fameuse nuit des rois du 5 au 6 janvier 1649. Il gardera le roi toute sa vie un profond ressentiment contre la noblesse frondeuse. Il fut aussi éduqué par Mazarin dans l'idéologie absolutiste selon laquelle le pouvoir ne se partage pas. D'ailleurs, il lui dira: je suis votre Premier ministre, sire, mais si après moi vous ne voyez pas quelqu'un comme moi, je vous prie, Majesté, au nom de la France, de ne point prendre d'autre que moi. Donc d'arrêter les premiers ministres, ce que fera plus ou moins Louis XIV. Omer Talon, qui fut avocat général au Parlement de Paris pendant la Fronde, entre 48 et 52, le considère comme le grand prêtre d'une religion royale dont il se voulut le plus fidèle serviteur. Mazarin dut donc affronter une révolution, cette Fronde, et une brillante opération de communication politique, les Mazarinades, menées contre lui par le cardinal de Retz, entre autres, et le parti aristocratique surtout, avec l'appui des riches bourgeois de Paris qui financèrent tout ça. Il est sorti victorieux et grandi, soutenu par la reine, dans un amour d'une fidélité indéfectible et partagée. Il sut conclure simultanément les guerres de 30 ans franco-espagnole, et il n'arrêta pas, il s'ingénia à recréer une paix civile et une paix européenne, inventant la première architecture politique de l'Europe, avec la France pour arbitre et non comme puissance dominante. La France doit toujours arbitrer. D'ailleurs, François Bluch le considère comme le plus grand homme du grand siècle. Mazarin n'a pu donner sa mesure en temps de paix, car les hostilités ont duré pendant tout son ministère, pratiquement, quand il arrive au pouvoir. Le Saint-Empire romain germanique, les provinces unies, le duché de Milan, la Catalogne du Nord, le Portugal servent déjà de champ de bataille. Lui-même ouvre un nouveau front sur les rives du Grand-Duché de Toscane et se voit contraint d'intervenir à Naples, obligeant ainsi les Espagnols à disperser leurs forces. De longues opérations coûteuses en hommes et en armement sont engagées en vue de conquérir des positions stratégiques. Il envoie même des maréchaux de France combattre à Naples pour montrer que la France arbitre l'Europe. Il ne les envoie pas à la tête d'armée, il les envoie comme conseillers militaires ou aussi comme généraux en chef, si vous voulez, d'une armée italienne, si l'on peut dire. Mais ils sont au service du pays où ils sont envoyés et ils ne sont simplement là que pour renseigner la France. Les grandes victoires qui jalonnent la Régence, donc voilà ce qu'il a gagné pendant sa régence, la fameuse bataille de Rocroi en 1643, la bataille de Fribourg en 1644, la bataille d'Aleren en 1645, la bataille de Lens en 1648, portent des coups décisifs à l'empereur Ferdinand III de Habsbourg, qui se résigne à la paix par le traité de Münster en octobre 48, mais la France affaiblie par la Fronde, doit poursuivre la lutte contre l'Espagne. Elle ne parvient pas à terminer un conflit qui s'éternise. Bien que l'ennemi épuisé lui aussi, elle doit recourir à l'alliance anglaise, donc avec la bataille des Dunes en 1658, qui permet enfin d'ouvrir les négociations de l'île des Faisans. Dans ses succès militaires, Mazarin a une large part. Il a poursuivi la guerre malgré la lassitude des populations et un fort courant pacifiste. Il a veillé journellement au sort des armées.
en inspirant de très près l'action du secrétaire d'État Michel Letellier, en dressant des plans de campagne, en choisissant ses généraux, en les envoyant à l'étranger, comme je vous l'ai dit, en stimulant les chefs de guerre. Il a été l'âme du combat au nom du roi. Alors les historiens, eux, s'interrogent maintenant sur la nature exacte des relations de Mazarin et d'Anne d'Autriche. Alors j'ai lu des lettres qui sont échangées, surtout ceux de son premier exil. Il utilisait donc des lettres codées et parfois des intonations, comme je vous le disais, très sentimentales, bien que ce soit le style de l'époque, d'écrire avec beaucoup d'emphrases. Je vous dis un exemple, par exemple. Au pis-aller, vous n'avez qu'à rejeter la faute du retardement sur 15, qui signifie Anne, qui est illisible d'ailleurs dans le truc. Jusqu'au dernier soupir, l'enfant vous mandera toute chose. Adieu, je n'en puis plus de ne plus vous voir. Adieu, ma chère amie et chère Anne, donc 15. Et je sais de bien de quoi je parle de ne point pouvoir vous accueillir. Voilà. Et il signe Mazarin avec un autre chiffre illisible. Leur relation fut en tout cas très étroite. Elle a sans doute été renforcée par leur isolement politique lors de la Fronde, avec l'hostilité et des parlements et surtout de la haute noblesse. La question de savoir si Mazarin et Anne d'Autriche s'aimèrent est controversée. Certains ont analysé leur correspondance de sorte qu'ils ont cru pouvoir y déceler une liaison, voire un mariage secret qui reste hypothétique entre l'homme d'église et la reine mère. Moi, j'y crois pas du tout. Tout ça, ce n'est que de la c'est farfelu. D'ailleurs, c'est écrit dans certaines mazarinades, dans certains pamphlets. Certains historiens ont repris ça parce qu'il y a des choses qui ont été relatées par les services secrets, plus ou moins auprès de Mazarin, et qui ont été notées dans les archives et ont été mis, si vous voulez, comme on appellerait aujourd'hui un secret défense. Mais pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose de viable. Ça, il n'y a jamais eu de relation charnelle. Si Mazarin approuvait et aimait Anne d'Autriche, c'était pour ce qu'elle était, c'est-à-dire la reine de France et la mère des enfants de France. Alors, voilà par exemple une lettre à la reine qui date du 11 mai 1651. Mon Dieu, que je serais heureux de vous satisfaire si vous pouviez voir mon cœur, ou si pouvez-vous écrire ce qu'il en est, et seulement la moitié des choses que je me suis proposées. Vous n'auriez pas grand-peine en ce cas à tomber d'accord que jamais il n'y a eu une aussi grande amitié approchante à celle que j'ai pour vous. Je vous avoue que je ne me fusse pu imaginer qu'elle alla jusqu'à m'ôter toutes sortes de contentements lorsque j'emploie le temps à autre chose qu'à songer à vous. Mais cela est à tel point qu'il me serait impossible d'agir en quoi qu'il ait pu être, et si je croyais d'en devoir user aussi pour votre service. Je voudrais aussi vous pouvoir exprimer la haine que j'ai contre ces indiscrets qui travaillent sans relâche pour faire ce que vous m'oubliez et empêcher que nous en voyions plus. La peine qu'il nous donne ne sert qu'à échauffer l'amitié qu'il ne peut jamais finir. Je crois la vôtre à toute épreuve et telle que vous me dites, mais j'ai meilleure opinion de la mienne, car elle me rapproche à tout moment que je ne vous en donne pas assez de belles marques et me fait penser à des choses étranges, pour cela à des moyens hardis et hors du commun de vous revoir. Si mon malheur me reçoit bientôt quelques remèdes, je ne réponds pas d'être sage jusqu'au bout, car cette grande prudence ne s'accorde pas avec une passion telle qu'est la mienne. Ah, que je suis injuste quand je dis que votre affection n'est pas comparable à la mienne. Je vous en demande pardon et je proteste que vous faites plus pour moi en un moment que je ne saurais faire en 100 ans. Et si vous saviez à quel point me touchent les choses que vous m'écrivez, vous en retrancheriez qu'une par pitié, car je suis inconsolable de recevoir des marques si obligeantes d'une amitié si tendre et constante que d'être éloigné de votre éminence. Je songe quelquefois qu'il ne serait pas mieux que mon repos que vous ne m'écriviez pas, et que si vous le faisiez, ce fût froidement, que vous disiez que j'étais bien fou à croire que vous m'avez mandé de votre amitié, et enfin que vous vous souveniez plus de moi, comme si je n'étais pas venu au monde. Il me semble qu'un tel procédé glorieux comme je suis me guérirait de tant de peine et d'inquiétude, que je souffre et adoucirait le déplaisir de mon éloignement. Mais gardez-vous bien d'en user ainsi. Je prie Dieu de m'envoyer la mort plutôt qu'un semblable malheur qui me donnerait 1000 fois le jour, et si je ne suis pas capable de recevoir tant de grâce, il est toujours plus agréable de mourir de joie que de douleur. Voilà un peu les genres de lettres que s'écrivaient Mazarin et Anne d'Autriche.
Et Mazarin, d'ailleurs, lui écrira une petite lettre aussi. Alors, j'en ai une trentaine. Hein. Je vais vous dire, là, je vous ai dit une lettre d'Anne pour Mazarin. Je vais vous dire le contraire. Alors, c'est beaucoup plus sobre chez Mazarin quand même. Hein. Je ne sais plus quand je dois attendre votre retour, parce qu'il se présente tous les jours des obstacles pour l'empêcher. Tout ce que je peux vous dire, madame, est que je m'ennuie fort et supporte ce retardement avec beaucoup d'impatience de vous revoir. Et si je savais tout ce que vous souffrez sur ce sujet, je me suis assuré qu'il en serait touché. Et je le suis si fort en ce moment que je n'ai pas la force d'écrire longtemps, ni ne sais par trop bien ce que je dis. J'ai reçu de vos lettres tous les jours ou presque, et sans cela, je ne sais ce qui arrivera. Continuez à m'en écrire aussi souvent, puisque vous me donnez du soulagement en l'état où je suis de ne point vous voir. J'ai fait ce que vous m'avez mandé, touchant, signe. Alors là, ce sont des signes indéchiffrables. Au pli, allez-vous, vous ne m'aurez plus qu'à rejeter la faute du retardement sur vous, qui est 1 million de fois et jusqu'au dernier soupir. L'enfant vous mandera autre chose. Adieu, je n'en puis plus. Et je sais bien de quoi je vous dis. Et je vous gage bientôt de l'argent et les diamants qu'il me reste, car même pauvre, je serai toujours à vous. Voilà. Bon, ça continue comme ça. Hein. Donc, voilà le genre un peu de correspondance quand Mazarin était en exil dans les Pays-Bas et en Allemagne. Donc l'héritage maintenant, on va conclure Mazarin bientôt. À ces différentes victoires, il est nécessaire d'ajouter la réussite de l'éducation du jeune roi, ce dont ce dernier, manifestement admiratif des talents du cardinal, fut toujours reconnaissant. Il faut savoir que Louis XIII a explicitement demandé à Mazarin d'éduquer son fils et surtout de l'éloigner des grands. Donc, à la mort de Mazarin, le futur roi Soleil trouvait entièrement dégagé la voie de l'absolutisme monarchique. Il était prêt. Outre l'héritage politique, le cardinal Mazarin a laissé une fortune estimée à 35 millions de livres, dont 8 millions en espèces. Alors, voilà. Alors, selon, je vais vous dire exactement ce que c'est, ça. Alors, il avait à l'encaisse tout cet argent, une partie à la Banque d'Amsterdam, qui à l'époque était la banque la plus importante du monde. C'était l'équivalent, ce qu'il avait, Mazarin, à la Banque d'Amsterdam, la moitié du budget de la France. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, il a tout perdu, ou presque, pendant la Fronde, sauf son or et son diamant qu'il avait mis à Amsterdam. Il avait donc accumulé ses richesses après la Fronde, c'est-à-dire il a refait sa richesse à partir de 1652 jusqu'à sa mort, soit en moins de 10 ans. Il a fait attribuer par la reine régente des charges civiles et ecclésiastiques, donc ça je vous en ai parlé. Il avait spéculé aussi sur les fonds d'État, joué sur la valeur des monnaies et leur retrait, ce qui causa par exemple en 1659 la révolte des sabotiers de Sologne, des paysans misérables soulevés contre le retrait des liards, lequel constituait leur maigre réserve monétaire. Le liard, c'était de la petite monnaie. Quand vous preniez un café, que vous mangiez un petit truc dans un restaurant, vous achetiez un petit pamphlet des Mazarinades, vous payiez en liards. Et là, il enlève les liards. Donc, ça a mis par terre pas mal de gens. Il a aussi servi de l'entremise qu'on pourrait appeler d'aujourd'hui des hommes de paille sur les fournitures aux armées. Il a pas mal pris là-dessus. Sous l'Ancien Régime, aucun héritage n'atteignit ce monétaire. Il s'était enrichi par l'entremise donc de ces hommes de paille. Et il a dépassé largement Richelieu, qui à lui aurait eu 16 millions, Charles de Gonzague 5,5 millions, et pour éviter que ne soit fait un inventaire de ses biens et donc de ses agissements, il légua tout au roi qui hésita 3 jours avant d'accepter. Puis, l'ayant fait, laissa ses biens à ses héritiers, manœuvre classique en ces temps pour éviter les recherches de justice. Sa rapacité était telle qu'il songea même, lui qui ne fut jamais ordonné prêtre, à devenir archevêque d'un des plus riches territoires nouvellement conquis, mais le pape s'opposa à un zèle si intéressé. Condé parti, les autres grands exilés ou soumis, le Parlement de Paris apparemment assagi, Paris heureux d'être en paix, de se nourrir mieux et de travailler plus. Le roi, la reine-mère et le cardinal ne manquaient pourtant pas de préoccupations. La principale était de terminer l'interminable guerre, de trouver inlassablement les deniers nécessaires à la victoire, mais aussi de maîtriser les hostilités rampantes. L'argent qu'il prenait, il le redistribuait aussi, Mazarin. C'est-à-dire qu'il piquait pour lui, mais quand l'armée avait besoin d'argent, il donnait quelques millions par-ci par-là pour le bien de l'État. Il redonnait à l'État ce qu'il avait pris. On va pas être non plus exagérer ce don.
Pour le premier point, Mazarin pouvait compter sur Turenne et sur l'éclat donné par la présence du jeune roi à l'armée. Pour l'argent, donc, Fouquet allait opérer le miracle de réaliser l'improbable. Pour la paix intérieure, chacun allait s'en occuper, rester à former ce roi, entrer dans sa 15e année. Sa mère et surtout son parrain allaient y consacrer leur temps, leur intelligence et leur amour maternel d'un côté, et très attentifs comme un père de l'autre. Ces ensembles d'efforts qui vont couronner les victoires, les traités, les mariages espagnols, et déjà une sorte de prééminence européenne, donnent aux dernières années de ce triumvirat un éclat et une couleur d'apogée qui n'ont pas été souvent soulignés. Tous omnibilés qu'étaient les historiens par la prise du pouvoir tant célébrée, qui les empêchait de voir la continuité sous l'éclatante révolution le 10 mars 1661, quand Mazarin se déclare roi et maître en son royaume. Il s'éteint donc en 1661, mais Louis XIV, lui, était impatient de régner, seul, sur un royaume sensiblement agrandi. Il a parachevé l'œuvre de Richelieu, son image a été brouillée par tant de mazarinades et par les questions que pose sa considérable fortune, accumulée dans l'exercice du pouvoir. Il a pourtant 18 ans, tenu tête aux Habsbourg, résisté aux ambitions des frondeurs, préparé le roi à son métier. Constitue autour de lui le Conseil d'en haut, qui restera inchangé, Fouquet mis à part, qui tombe en disgrâce en 1661. Pendant une grande partie du règne de Louis XIV, la longévité de son exercice lui a permis de finir avec succès la grande guerre espagnole, de reconstruire les provinces éprouvées par les guerres et participe à forger l'État moderne avec un autre grand ministre qui a été Colbert. Donc 18 ans de ministériat sont marqués par deux faits majeurs, la mise au pas définitive d'une noblesse frondeuse qui a mis à mal le pouvoir royal et compromis le développement de la monarchie administrative pendant la Fronde, et la poursuite tenace de la guerre contre les Habsbourg, les traités et les alliances négociés avec Mazarin. Donc la fameuse paix de Westphalie, la Ligue du Rhin, la paix des Pyrénées, la paix du Nord. Ça crée un nouvel équilibre en Europe, propice à l'épanouissement et la prépondérance française. Alors voilà, donc il a bien sûr collectionné les arts, s'il n'a pas été mécène comme Mazarin, spécialement dans le domaine musical, afin de révéler au public français le style vocal en l'honneur de l'Italie. Il a fait au nom du roi, désirant ne pas encourir de reproches et de se substituer à son maître, mais il a été un collectionneur passionné par nécessité pour meubler ses palais, par goût du faste, pour ressembler et rassembler des objets précieux et rares par jeu, pour se procurer de belles pièces au moindre prix, et là qu'il avait des gens partout, qui ratissaient toutes les antiquités qu'il pouvait. Pardon. Des correspondants de tous les pays lui ont signalé les achats intéressants. Il envoyait des hommes de confiance lorsque les acquisitions en valaient la peine. L'Italie, Rome en particulier, lui a fourni des caisses entières de meubles, antiques, tableaux. Surtout, il a été le premier en France à posséder autant de chinoiseries. C'est là que ça commence, la mode de la chinoiserie. C'est-à-dire aussi des curiosités importées par la Hollande et l'Extrême-Orient, Céleste Empire par exemple, ou japonais. Amasseur encore plus qu'amateur, séduit trop souvent par la belle apparence plutôt que par la qualité, Mazarin a néanmoins joué un rôle important, quoique difficilement décelable, dans l'histoire de l'art par l'influence qu'il a exercée sur la formation des goûts de Louis XIV pour les meubles. Donc il a été, bien sûr, il a fait le baroque, les galeries Mansart, c'est lui, le palais Mazarin, il a aussi acheté des tableaux au roi Charles Ier d'Angleterre, et il a bien sûr la galerie Mazarine. Il a été aussi le protecteur de l'Académie royale de peinture et de sculpture qu'il a fondée en 1648. À sa mort, son secrétaire, Colbert, acquiert en 1665 les antiques les plus belles pour Louis XIV. Le reste de la collection est partiellement dispersé et saisi à la Révolution. Et on a saisi des gens qui ont voulu les vendre, mais certains révolutionnaires, et surtout le noir, les a donnés au musée du Louvre. Il a soutenu aussi passionnément la plus célèbre cantatrice du temps, qui s'appelait Leonora Baroni, qu'il a invitée à Paris, où elle séduisit littéralement la reine, qui ne cessait de l'entendre et la couvrait de cadeaux. Amoureux des arts, il introduit l'opéra italien en France, invitant le chorégraphe Giovan Battista Balbi, le machiniste Giacomo Torelli ou le compositeur Francesco Cavalli. Alors, la richesse du cardinal Mazarin et sa volonté de se lier à la haute aristocratie créèrent une dynastie. Ses deux sœurs non religieuses, donc la Loretta Margherita et Geronima Mazzarini, lui donnèrent une dizaine de neveux et nièces qui lui accédaient aux situations les plus hautes en leur octroyant des postes
comme celui de lieutenant-capitaine des chevaux légers du roi pour son neveu Paul Mancini, ou en favorisant des mariages avantageux pour ses nièces, moyen pour les grands de bénéficier des grâces royales, étant donné que Mazarin était l'homme entre la reine et le roi. Alors, ces petites nièces ont été surnommées les fameuses Mazarinettes ou Mancini par les gens de la cour, surpris par leur teint mat. Alors, la Olympe, là, qui aimait le roi, elle est devenue comtesse de Soissons, et elle a épousé Eugène Maurice de Savoie-Carignan. Elle était la mère du fameux prince Eugène, passé au service des Habsbourg et tant de fois vainqueur des armées de Louis XIV. Vous voyez, comme quoi on fait des alliances, mais des fois ça peut se retourner contre vous. Marie Mancini fut le grand et platonique amour, lui, de la jeunesse aussi de Louis XIV, parce que Louis XIV a séduit Olympe, mais il est tombé amoureux de Marie, et qui renonça à elle pour épouser sa cousine Marie-Thérèse d'Autriche. Mazarin a empêché ce mariage de fou. Hortense, elle, a épousé Armand Charles de la Porte de la Meilleraye, duc de Mayenne, puis duc de Mazarin. Il est l'un des plus grands personnages de l'histoire de Mayenne. Il a achevé le duché en mai 1654, puis par alliances successives, le duché passa dans d'autres familles, jusqu'à échoir à Louise d'Aumont, épouse d'Honoré V et IV de Grimaldi, prince de Monaco, ancêtre de l'actuel souverain de la principauté, Albert II de Monaco, descend donc de Mazarin. Leur frère Philippe, duc de Nevers, épousa Diane de Thianges, nièce de Madame de Montespan. Ils furent les grands-parents de l'académicien Louis-Jules Mancini Mazzarini et également des ancêtres des actuels Grimaldi. Et donc, voilà. Voilà comment je vais terminer ce Mazarin. Ça a été un peu long, mais je vais terminer par une petite mazarinade qui a été chantée pendant la fronde. Monsieur notre coadjuteur vend sa crosse pour une fronde, il est vaillant et bon pasteur, monsieur notre coadjuteur. Sachant qu'autrefois un frondeur devint le plus grand roi du monde, monsieur notre coadjuteur vend sa crosse pour une fronde. Ça, c'est Mazarin qui l'a publié contre le cardinal de Rais, et le cardinal de Rais était fou, puisque le type qui a imprimé ça contre lui, c'était le même imprimeur qui imprimait contre Mazarin. Comme quoi, voyez, le cardinal avait aussi beaucoup d'humour. Voilà. Alors, il est mort de quoi, Mazarin? On a fait son autopsie, on a découvert des caillots dans le cœur et il avait la maladie de la pierre qui l'empêchait d'avoir une circulation sanguine cohérente, ce qui lui a causé les ulcères qu'il avait aux jambes. Il a beaucoup souffert, et Richelieu est un peu mort de la même chose. C'est vraiment, même si on leur mettait de l'opium, etc., ils ont eu quand même une fin assez difficile. Alors, par exemple, des petites notations avant de finir. Tenez, je vais vous dire quelques phrases qui disait Mazarin. « Méfie-toi des hommes de petite taille, ils sont butés et arrogants. » Voilà, il y a des choses comme ça. « Ne t'embarrasse jamais personnellement d'affaires médiocres, laisse-les à tes subordonnés et n'en parle jamais. » Ou alors évite de revenir sur les décisions de ceux qui t'ont précédé. De temps en temps, il n'est pas mauvais de faire sentir à ses subordonnés qu'on noue une ombre de suspicion à leur endroit. Et s'il te faut punir quelqu'un, fais en sorte qu'il se reconnaisse lui-même coupable, etc., etc. J'en ai 50 000 pages, des comme ça. Alors, pour ceux qui voudraient, je dis bien, alors je vais vous dire avec quoi j'ai travaillé, mais pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le grand cardinal. Alors il y a Cheruel, Histoire de France, sous le ministère Mazarin. Alors ça, c'est en 3 volumes. Je n'ai quelques bribes de ça, mais si je peux trouver un jour cette chose, je l'achète immédiatement. C'est de 1881, c'est très vieux. Bon, on a évolué sur Mazarin depuis, mais c'est quand même c'est piquant. Simone Berthière, Mazarin maître du jeu, chez Fallois en 2007. François Bluch, Louis XIV, 1986, Fayard, que j'ai moi-même, ainsi que Simone Berthière. Françoise Edelheimer, Richelieu, Flammarion, 2021. Évelyne Levert, Les princesses Mazarines, La gloire du cardinal, chez Talandier. Ça vient de sortir en 2023. J'ai essayé de regarder sur Internet. J'ai trouvé quelques petits extraits, mais rien de plus que j'ai pu apporter dans le récit. Mais je pense que ça peut être plaisant de voir justement l'époque de Mazarin par les yeux des nièces.
Gérard Montassin, Mazarin, l'étranger qui a fait la France. Ça, c'est chez Perrin en 2015. Cardinal de Rais, que j'ai, œuvre complète, La Pléiade, ou chez Gallimard. Moi, je dis à La Pléiade, mais vous pouvez l'avoir chez Gallimard, c'est de 84, donc ce sont ses mémoires. Et Claude Dulon, Mazarin, Paris 1999, ça c'est chez Perrin. Et bien sûr, Madame de Motteville, les mémoires en 4 volumes. Ça, c'est les éditions de Rio. Ça date de 1886 et je n'ai que 2 volumes sur les 4. Et les autres, j'ai trouvé ça dans les archives. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié Mazarin. Je l'ai beaucoup plus développé que Richelieu parce que je connais beaucoup plus Mazarin que Richelieu, je peux vous l'avouer. Et même si j'aime beaucoup Richelieu, je pense que j'ai été quand même complet sur Richelieu, j'ai voulu être un peu plus complet sur Mazarin parce que c'est vraiment quelqu'un, alors que ce n'est pas du tout de ma période, on est loin du Moyen-Âge quand même au XVIIe siècle, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Mazarin. Merci à tous. Et à bientôt. Mazarin dira quelques jours avant sa mort en regardant ses œuvres d'art, ses tableaux, ses bronzes. Dire que je vais devoir quitter tout cela. Nous espérons que l'histoire sur Mazarin vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France.